Ça, il faut lui accorder au moins. La RTS a réussi là où la visite d'Emmanuel Macron elle-même avait échoué, faire parler de la Suisse en France. En cancellant Gérard Depardieu, notre service public nous rend aujourd'hui presque aussi célèbre dans l'Hexagone que les avantages fiscaux qu'on octroie aux Français qui viennent mourir chez nous. Sale temps, en effet, pour les monstres sacrés du cinéma, Delon, Depardieu. Sale temps aussi pour la RTS, qui a déclenché avec sa suspension un tsunami bien plus grand encore que l'affaire Depardieu. Le dossier est remonté jusqu'au Conseil national, qui renonce finalement à s'en saisir. Une plainte a aussi été déposée auprès de l'AIEP par le député MCG Daniel Sormani. Mais de quel droit nous dicte-t-on ce qu'il faut voir ou ne pas voir? Est-ce la fin du sacré pour les monstres du cinéma? Et pourquoi ces affaires nous touchent-elles tant? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue en 2024. Alors, on a changé notre virgule et on commence par la musique de la boum. C'est pas uniquement parce qu'on parle ce soir de jeunes filles et de cinéma, mais parce qu'on a l'immense honneur de recevoir sa maman, la maman de la boum, Danielle Thompson, une monstre sacrée, une n'est pas coutume, du cinéma français qui ne va pas tomber. Alors, autant dire tout de suite que quasiment tous les films avec lesquels vous avez grandi, mûris, vieillis, cultes des années, entre les années 70 et les années, ou même 60 et les années et aujourd'hui, on les doit à Danielle Thompson. On va faire un petit catalogue non exhaustif: La Grande Vadrouille, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Coup du Parapluie avec Pierre Richard, L'As des As, La Vengeance du Serpent à Plumes, le tout coécrit avec votre père, Gérard Houry, immense réalisateur. La Boum 1 et 2, Claude Pinoteau, que je citais, L'étudiante, Les Marmottes d'Elie Chouraki, Belle Maman de Gabriel Aguillon. Ça, c'est pour la comédie. Du plus lourd, enfin du plus sérieux, avec ceux qui même prendront le train et la Reine Margot de Patrice Chéreau. Vous êtes une immense scénariste, une immense dialoguiste aussi. Toutes vos répliques quasiment sont cultes. Une réalisatrice aussi. On citera plus récemment La Bûche, Cézanne et moi, et Bardot, une mini-série diffusée l'an passé, financée notamment par et pour le service public France Télévisions. Ça a de l'importance ce soir dans le débat qu'on va tenir. Et bienvenue à tous nos autres invités sur ce plateau. Première cuvée 2024, Églantine Jamet, vous êtes spécialiste des questions de genre et de diversité à la tête d'Artemia, un cabinet qui vise à aider les entreprises à atteindre l'égalité homme-femme notamment. Philippe Val, notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, donc un patron aussi du service public pendant quelques années. Nicolas Walder, conseiller national vert, pour qui la cancel culture n'existe pas quand il s'agit de lutte progressiste, et Diane Barbier-Muller, députée PLR au Grand Conseil genevois, très critique vis-à-vis de la suspension, en l'occurrence des films de Gérard Depardieu par la RTS. Alors je tiens à préciser que j'ai invité plusieurs membres de la direction de la RTS et de la SSR, Pascal Critin et Gilles Marchand compris, mais qu'ils n'avaient pas de place dans son agenda pour venir débattre ce soir. La RTS qui n'a pas jugé opportun non plus d'envoyer un représentant sur ce plateau. Et justement, Danielle Thompson, est-ce qu'on doit aujourd'hui annuler Gérard Depardieu et son œuvre pour ce qu'il a dit et peut-être fait? Alors déjà, le mot « annuler » me fait dresser les cheveux sur la tête, personnellement, parce que il faut rien annuler. Il faut au contraire regarder les choses en face. Donc il faut regarder qui sont les gens, ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, quand. Et ensuite se faire son propre jugement. Alors je ne parle pas de la justice, ça c'est encore le vrai jugement, mais là on ne parle pas de justice, on parle évidemment de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire avant que quelques décisions de justice soient faites. Et donc l'idée que tout à coup on va décrocher des tableaux parce que le Caravage est un assassin, ou parce que Picasso s'est mal conduit avec des femmes, ou que Gérard Depardieu a fait ci, ça ou l'autre, ou a dit ça ou l'autre, je trouve ça personnellement un vrai problème profond, parce que je pense qu'on nie en fait l'histoire. Et je pense que l'histoire, il faut apprendre l'histoire, il faut apprendre effectivement aux nouvelles générations ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi, et pourquoi c'est pas bien. Mais effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus en parler? Ça veut dire que ça n'existe plus? Ça veut dire qu'on efface, effectivement? Moi, ça me paraît quelque chose de
de très, 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 très dramatique de ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est comme une sorte de tsunami et que les tsunamis arrivent et repartent. Et il y a un moment donné où on va se dire, bon, ben, maintenant, quand le tsunami se retire, qu'est-ce qui reste? Bon, il y a effacer, puis il y a suspendre provisoirement. Ça on ne sait pas. Suspendre provisoirement la diffusion, par exemple, pour le service public, ce qu'a fait la RTS. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est suspendaient provisoirement? Alors, la question de la communication, on va y revenir, parce qu'on n'a pas très bien... Enfin, personnellement, je n'ai pas très bien compris exactement ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ce qui, en gros, quand même, c'est l'idée de... pour ménager la sensibilité provisoirement, en tout cas des gens, on suspend, on arrête de diffuser des gros blockbusters avec Gérard Depardieu. Vous savez, il a fait peu de blockbusters, Gérard Depardieu. Il a fait Astérix. beaucoup de films qui sont Cyrano, plutôt des films... enfin, Cyrano, on n'est quand même pas dans la guerre des étoiles. Donc, moi, je ne suis pas du tout ici pour défendre Gérard Depardieu. Je veux simplement... je pense qu'à partir du moment où les choses ont existé, comme je le disais tout à l'heure, il faut les regarder en face. Et il faut les regarder en face en tant qu'œuvre d'art, il faut les regarder en face en tant qu'événement politique, massacre, tragédie, horreur. Il faut apprendre ce qui s'est passé, il faut juger ce qui s'est passé, et il faut avoir une... Alors, il n'y a plus d'opinion si on est face. Donc on dit simplement au public d'aujourd'hui, j'imagine aujourd'hui en Suisse, ben bien voilà, vous ne verrez plus de films avec Gérard Depardieu. Mais où est le libre arbitre? On a le droit de faire ce qu'on veut et on a le droit de... Alors pour moi, c'est une aberration. Est-ce que justement la RTS méprise, comme l'a dit Laure Lugon, qui est rédactrice en chef adjointe du Temps, hein, notre capacité de discernement et le fait aussi que justement on a le droit de voir et de se faire notre propre jugement par rapport à ces œuvres? Alors, je pense que la situation est un petit peu compliquée, effectivement. Et puis, comme vous l'avez dit, la communication n'a pas été très claire. Je pense que dans ces derniers jours, les choses se sont quand même un petit peu clarifiées. Puis, on a mieux compris la démarche. Alors, moi, je ne suis pas là pour défendre la RTS, mais c'est vrai que je pense que Pascal Critin, dans les dernières prises de parole qu'il a eues, a été assez clair sur le fait que c'était un moment particulier, que c'était une décision transitoire, aussi en raison des fêtes de fin d'année et de la diffusion du complément d'enquête qui avait beaucoup choqué certaines personnes. Donc apparemment, ils avaient aussi eu des courriers par rapport à ça et ils ont voulu enlever le film principal, je crois, qui était prévu. Maintenant, voilà, la communication n'était pas certainement très, très limpide. Mais après, je partage tout à fait ce que vient de dire Daniel Thompson sur le fait qu'il ne faut pas annuler, il ne faut pas effacer. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec le terme de déconstruction, mais je constate que ce sont des vocables qui sont beaucoup utilisés par ceux qui voudraient ne pas forcément remettre en cause quand même un certain nombre de schémas ou de systèmes. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'effacer, il faut garder pour pouvoir analyser, réfléchir, comprendre et peut-être se questionner sur pourquoi on ne veut plus ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de contextualiser, de peut-être projeter un film, d'avoir un débat derrière. Et puis après, bien sûr, il y a la différence entre regarder un film avec Gérard Depardieu parce que c'est un film avec plein d'autres personnes et plein d'autres choses dedans, ou remettre un prix, valoriser une personne, aller l'applaudir. C'est des choses qui sont différentes et je pense que le problème qu'on a avec ce débat, c'est qu'on met un peu tout dans le même panier et puis on n'est pas capable d'avoir une pensée nuancée. C'est soit on annule, soit on est pour. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Mais ce qui est en question aussi... Nicolas Walder, c'est la ligne et puis c'est le pilotage quand même du service public. Parce que là, vous citiez le fait d'avoir reçu des courriers. Est-ce que justement, quand on est à la tête du service public, on doit céder à ces pressions-là? Est-ce qu'on doit... Parce qu'il manque aussi certaine cohérence. Hein. Quelques semaines avant, justement, cette décision, un film comme Pulp Fiction, qui a été produit par Harvey Weinstein, multi-condamné pour viol, et dont on a vraiment fait le catalogue, et c'est relativement récent, a été diffusé. Et c'est des sous qui vont dans les poches aussi d'Harvey Weinstein. Donc, où est la cohérence dans tout ça? Bien sûr, donc, dans la preuve que la RTS en Suisse n'est pas téléguidée par un parti politique ou une orientation politique. D'ailleurs, je peux vous assurer que si mon parti et si moi j'étais à la tête de la programmation de la RTS, il y aurait de gros changements dans la programmation. Mais, par exemple par exemple, je ne sais pas, à l'heure où on veut réduire l'empreinte carbone, peut-être diffuser
les grands prix de Formule 1 le dimanche, les deuxièmes essais le samedi et les premiers essais le vendredi, c'est peut-être un peu trop, alors qu'on essaie d'expliquer à la population de faire attention. C'est un exemple parmi d'autres. Mais effectivement, la RTS est libre de choisir sa programmation, comme n'importe quel éditorial, et ils ont choisi, et c'est toujours en fonction de la sensibilité de la population et en fonction des scandales présents. Il est clair que la rétrospective de la vie de Dominique Strauss-Kahn aurait pu difficilement être présentée à la RTS au moment où il était arrêté à New York. Je pense qu'il y a des moments où un film où Gérard Depardieu est mis en valeur n'aurait pas été adéquat durant la période de Noël. Et ils ont fait le choix, c'est un choix de programmation, ça leur appartient de nouveau. On peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines séries américaines. Franchement, je les retirerai de la grille des programmes, mais demain. Mais c'est un choix de la programmation. À aucun moment, ils n'ont dit qu'ils ne passeraient plus de films de Gérard Depardieu. Ils ont dit que c'était une mesure temporaire pendant les fêtes de Noël. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'une cancel culture. Sur le terme d'annuler, je partage totalement votre avis. On ne peut déjà pas annuler, on ne peut pas retirer de l'histoire ni un acteur, ni un producteur de films, ni des films d'ailleurs. On peut ne pas les projeter, on peut ne pas mettre une œuvre d'art dans la rue. D'ailleurs, on peut retirer une œuvre d'art de la rue, mais on ne peut pas retirer l'œuvre d'art de l'histoire. Bah surtout au temps justement du streaming, etc. Donc en fait, il y a plus. On ne peut ni annuler ni effacer. On peut simplement, comme ça a été dit, décider de vénérer ou non, ou de mettre en valeur ou non tel auteur, tel acteur. Et je pense qu'il y a des moments où il faut un tout petit peu de décence, parce que quand même les propos de Gérard Depardieu, les personnes qui ont écouté ces propos, ont été extrêmement choquants, non seulement pour de nombreuses femmes, mais aussi pour de nombreuses personnes qui se battent contre la pédophilie et qui défendent le droit des enfants. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette sensibilité. Et la RTS l'a fait. Après, dans la communication, effectivement, elle aurait pu être un peu plus claire, mais voilà, ça leur... Oui, il y a peut-être un problème de gouvernance. Mais Diane Barbier-Muller, justement, sur le fait... C'est vrai que c'est compliqué de montrer Astérix, bonhomme, comme ça, à des enfants, quand on a entendu, justement, Gérard Depardieu qui s'exprimait à propos de la masturbation d'une petite fille en Corée du Nord. C'était ce qui a beaucoup choqué dans le documentaire de Complément d'enquête. Et de le présenter comme ça, avec les propos qu'il a eus sur une enfant de 10-12 ans dont il parlait plus que vertement. Alors c'est choquant. Maintenant, est-ce qu'effectivement, de nouveau, on distingue l'homme de l'artiste? Le but d'un comédien, et Gérard Depardieu y arrive merveilleusement, c'est de faire oublier le comédien et de devenir le personnage qu'il incarne. Donc pour moi, c'est là où c'est effectivement un peu mal placé. D'entendre en plus, alors je vois totalement les propos qui ont été tenus jusque-là, on ne peut pas réécrire l'histoire et on ne peut pas non plus l'édulcorer. Maintenant, dans la ligne éditoriale de la RTS, ce serait peut-être intéressant de mettre plus en avant des films réalisés, écrits et joués par des femmes, ce qui n'est pas toujours le cas dans leur programmation. On le voit, la RTS est une direction quand même à 80% masculine. Donc, il y a aujourd'hui encore une mentalité, un biais cognitif qu'on ne peut pas empêcher de se dire, bah voilà, dans l'air du temps aujourd'hui, c'est ça qui plaît, mais c'est ça qui plaît. Vous êtes trompé de quoi, en fait? Donc là, vous voulez une programmation féministe? Ben ça, je rejoins. Non, je dis que, est-ce que, par exemple, Gérard Depardieu aurait fait la carrière qu'il avait fait s'il avait été une femme, avec le même talent? Je ne suis pas sûre. Et est-ce qu'une femme aurait pu faire la même carrière que Gérard Depardieu? Des actrices comme Bardot, enfin beaucoup d'actrices énormes qui ont fait... Catherine Deneuve, exactement. Mais je dis, elles n'ont pas eu la même attitude. Est-ce qu'avec un comportement comme celui de Depardieu, une actrice aurait pu arriver à aller aussi loin? Et là, je ne suis pas sûre, parce qu'on le voit régulièrement dans la presse People, que telle actrice a été écartée de tel tournage parce que c'était une diva. Et ça, j'ai jamais entendu d'un acteur qu'il avait un caractère de l'équivalent d'une diva. Et que par conséquent, beaucoup de producteurs refusaient de jouer avec et que ça pouvait nuire à sa carrière. Or, beaucoup d'acteurs ont ce tempérament très fort, mais c'est des tempéraments très forts. Même dans les terminologies, on voit que c'est différent, le traitement qu'on réserve à une actrice que celui d'un acteur. Pas sûr. Moi non. Philippe Ball, ouais. Pas sûr de ça. Il y a des actrices divas, des acteurs divas. Je pense que c'est également partagé. Après avoir fréquenté pendant très longtemps le monde du spectacle, je pense que c'est partagé. Alors, il y a un vrai problème qui est complètement aberrant. Par exemple, François Villon, on étudie François Villon. Il a volé des écus du Collège de Navarre et il a tué un curé. On continue à s'intéresser énormément
Entre-temps, on a appris qu'il ne fallait pas tuer les curés, il ne fallait pas voler, etc. Mais l'œuvre est restée. Victor Hugo, par exemple, a changé d'opinion 15 fois dans sa vie. On ne lui a pas reproché. C'était un héros national quand il est mort. Pourtant, il était légitimiste au début de sa vie. Il a dit des choses hallucinantes, extrêmement réactionnaires, qui pouvaient sembler presque criminelles 50 ans plus tard, mais l'œuvre de Victor Hugo reste. Il est revenu dessus. Hein. Il a changé, effectivement, on va dire, pour notre opinion publique, en bien. Alors, c'est pas pareil pour les cordonniers. Par exemple, si le cordonnier chez qui j'ai fait réparer mes chaussures a été convaincu de harcèlement sexuel, je ne vais pas arrêter de mettre les chaussures qu'il m'a réparées. Et c'est la même chose. L'œuvre et les artistes sont des personnages doubles, vraisemblablement. Ils sont des personnages à la fois normaux, minables parfois, mais avec un talent qui ne pardonne rien, mais avec un talent qui les met quand même à part du reste de l'humanité, parce qu'ils parlent à tout le monde. Et ils sont, oui, ils parlent à tout le monde. Donc on est obligé de séparer quelque chose. D'ailleurs, on se pose beaucoup de questions sur Depardieu, comme sur d'autres artistes parfois. Mais c'est un géométrie variable. Par exemple, pour des artistes, des écrivains, par exemple, comme Louis-Ferdinand Céline, qui était un antisémite coupable, avec des écrits criminels et des actes criminels, on continue à l'encenser dans la presse quand on sort un manuscrit. Ça, c'est pas un problème. Moi, je trouve ça extrêmement bizarre que... Je suis pour qu'on lise Céline, j'ai pas de problème, je suis pas juge, je veux pas qu'on cancelle, comme on dit maintenant, Céline. Mais je ne comprends pas pourquoi le problème ne se pose pas pour des écrivains comme Céline et qui se pose pour Gérard Depardieu ou Polanski. Alors, c'est pas tout à fait... Ouais. Non, mais ils sont vivants. Ah oui, non, mais attends. Alors, ça change rien. Ça change rien au problème de morale. Ça change rien. Mais alors, ce qui change, j'aimerais entendre beaucoup Daniel Thompson là-dessus. Ce qui change beaucoup, quand même, c'est pour les acteurs et notamment aussi pour les stars de la scène. Hein, il y a un phénomène. Alors, vous disiez que Gérard Depardieu se fondait, c'est un grand acteur, effectivement, mais il y a une très très grande confusion parce que entre la personnalité de ces hommes et de ces femmes et leur rôle. Quand, par exemple, Charlton Heston, à l'époque, avait adhéré à la NRA, c'était très choquant pour une partie du public qui, tout d'un coup, voyait Moïse et Bénure passer à l'extrême droite. Est-ce que, là, honnêtement... Ça, c'est le problème de l'identification du public avec ces personnages qu'on voit en immense sur un écran. Il y a une anecdote que de Belmondo m'a racontée. Il est dans un avion, un jour, en partant en voyage, ça secoue terriblement, tout le monde commence à crier dans l'avion, tout le monde a peur, et puis quelqu'un se lève, et quelqu'un vient vers Belmondo, lui dit « Mais faites quelque chose !» Voilà, on est là. Donc c'est ça. Voilà. Là, on est dans le cœur du problème. C'est-à-dire que tout à coup, on est avec quelqu'un qui représente quelque chose d'autre et qui représente une sorte d'idéal, d'admiration, de vénération pour certains, effectivement, comédiens comme Depardieu ou comme Belmondo, ou comme toute cette... J'allais dire cette tranche, parce que c'est vrai, on parlait de Catherine Deneuve tout à l'heure, il y a peu, en fait, finalement, quand on y pense, de ces comédiens qui franchissent cette espèce de nuage et qui sont au-dessus, et il en fait partie, d'où le problème aujourd'hui. Et tout à coup, on remet en question, d'abord, des films qui ont été faits, d'ailleurs, puisque Gérard Depardieu n'est pas metteur en scène, c'est pas lui qui a fabriqué les films dans lesquels il joue, il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais rien mis en scène, ce sont des films qui appartiennent à d'autres, avec des équipes entières, avec des metteurs en scène responsables de ce travail. Alors, moi, la question que je voudrais poser, parce que c'est intéressant, c'est qui décide ça ? Qui ? Parce que tout à coup, on a une impression de censure, on a l'impression que tout à coup, voilà, on nous interdit de regarder telle chose, ou on va plus pouvoir choisir tel programme, voir tel... Mais ça s'appelle de la censure. C'est ça que ça s'appelle. Et la cancel, alors je vais juste faire répondre à Églantine Jamais. La cancel culture, elle existe depuis les débuts de l'histoire du cinéma, parce qu'évidemment, comme l'image est un formidable vecteur, et d'ailleurs le livre aussi, le pouvoir souvent politique s'y attaque. On se souvient de Charlie Chaplin, qui a été cancellé aux États-Unis, enfin qui a eu tous les problèmes qu'il a eus. Il y a eu de nombreux exemples, l'affaire Dreyfus, pour Méliès, tout au départ aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose de neuf. Ce qui est neuf aujourd'hui, c'est que c'est pas le pouvoir politique qui met cette pression.
Je pense qu'il faut. Enfin, il y a le débat artistique, je dirais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut diffuser ou pas. Moi, je pense qu'il y a quand même la question du choix de programmation qui n'est pas la même chose que de la censure, parce que les œuvres, elles existent, et puis aujourd'hui, il y a quand même plein de moyens de regarder des films autres que la télévision. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Donc, il n'y a pas d'annulation ou de censure. Mais je pense que ce qui explique cette épidermie, un peu, enfin, cette réaction épidermique comme ça, collective, et la complexité, c'est la résonance, en fait, avec nos vies. Et moi, je trouve que ce qui est un petit peu dommage, c'est que finalement, maintenant, le débat, c'est est-ce que la RTS a eu raison ou pas, est-ce qu'on doit ou pas regarder des films avec Depardieu, alors que la vraie question, c'est comment les images qu'on a vues ou le comportement, en fait, de Depardieu sur ces tournages, on peut en tirer quelque chose pour savoir ce qu'on accepte encore ou pas. Parce que beaucoup de gens disent, il y a la plainte pour viol, mais la justice doit faire son travail, il est présumé innocent, et le reste, c'est juste qu'il a une liberté de parole, et puis qu'il fait un peu des blagues, et puis qu'il est un peu grivois. Mais absolument pas. Le reste, c'est du harcèlement sexuel. C'est-à-dire que d'avoir des propos qui portent atteinte à la dignité d'une personne ou qui sont humiliants ou qui sont des propos à caractère sexuel dans un cadre professionnel, depuis 1992 en France et depuis 1996 avec la loi sur l'égalité en Suisse, c'est pénal. Donc moi, la question que j'ai, parce que je me dis, ok, on peut dire que ce sont des artistes, ils sont au-dessus, mais bon, alors je sais pas, avant il y avait les rois qui étaient au-dessus, maintenant il y aurait... Mais pourquoi est-ce que, justement, des metteurs en scène, des collègues, des gens sur les plateaux, alors c'était une autre époque, je veux bien, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin et qu'on ne voit plus les choses aujourd'hui comme avant, mais de nouveau, ça fait 30 ans qu'un comportement inopportun qui sexualise, qui potentiellement humilie une personne dans un cadre professionnel, c'est répréhensible légalement. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas entendu du tout, alors qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise en Suisse ou en France, un collègue de travail qui a ce comportement, c'est inacceptable et il y a même des peines de prison, etc. Et puis surtout, il ne peut pas continuer à exercer son travail avec ses collègues. Alors la question, c'est... attendez, Philippe. Vous avez raison sur... Mais il y a un point qui est pas moral, hein, c'est du droit, c'est pas de la morale. Mais c'est que vous avez raison, la loi est là maintenant, mais la loi n'est pas rétroactive. Il ne faut pas que la loi soit rétroactive. Ah non, mais bien sûr. Donc, ce qui concerne des années avant... Oui. C'est très délicat. Mais là, on parle quand même pour ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé justement? Alors là, on va regarder la vision du cinéma, des femmes dans le cinéma, par Michel Piccoli. On regarde vite. Elles vont se déshabiller? Évidemment. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes, elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Alors ça, c'était la vision de Jean-Luc Godard, dans le mépris, évidemment. Et puis, on va regarder, justement, je vais vous poser la question... On ne peut d'ailleurs plus écrire ça aujourd'hui. Alors ça, on ne peut plus écrire, ça, on regardera dans la deuxième partie. Mais j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui a changé, notamment entre ces deux films? Daniel Thompson, on regarde les deux séquences. Action! À quoi ressemble votre vie? Coupé! Ma vie ressemble à une grande prison. Attention! C'est exactement ce que je veux. Emmène-moi, s'il te plaît, je deviens folle. Attendez, le monde entier la réclame. Et vous, son agent, vous ne savez pas où elle est? Elle est libre. Je t'aime. Je suis fou de toi. Je n'ai jamais aimé, je n'aimerai jamais personne comme je t'aime. Il va quitter sa femme. C'est tout ce que tu détestes, cette fille. Je l'aime plus que tout. Toi, je te déteste. Faut que tu me laisses partir, Vadim. Tu seras toujours seule, Brigitte. T'en as rien à foutre des autres. J'arrête. Marguerite de Valois. J'accepte. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Ainsi commence l'histoire de la reine Margot. 5 jours plus tard, ce sera la Saint-Barthélemy.
Saint-Barthélemy, le massacre des protestants. Donc, deux C'est pas époques. vraiment le consentement. Hein. Voilà, justement. Est-ce que ça, on ferait déjà encore aujourd'hui, de mettre comme ça une actrice, notamment Isabelle Adjani, la tête, même si c'est un film historique. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux époques? Donc, la première, c'est la mini-série. L'histoire du C'est important de le montrer, justement. Oui, bien sûr. C'est vraiment passé. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est la mini-série donc, que vous avez écrite pour France Télévisions et tournée avec votre fils, Christopher Thompson, qui est passé l'année passée. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux époques? Quelles sont les contraintes aujourd'hui? Ce qui n'arriverait plus sur un plateau et comment... Non, mais ce qui se passe pour l'instant et qui remet effectivement en question les manières de se conduire de certaines personnes sur un plateau de cinéma, et je pense que ce qui est très positif, c'est que, bien sûr, c'est ce qui est dans la lumière, par définition, le cinéma, mais ça se passe beaucoup à l'usine, ça se passe beaucoup partout, dans les entreprises, dans les garages, dans les supermarchés. Ça, c'est très important que ça change. Et ça, en effet, ce sont des conduites qui sont inadmissibles, qui ont été admissibles, et on se demande vraiment pourquoi on ne s'est pas réveillé plus tôt, mais on se réveille. Et effectivement, woke. Ça veut dire se réveiller, ça veut dire tout à coup remettre en question ces manières de se conduire qui sont absolument insupportables et impossibles. Alors, mais maintenant, on est aujourd'hui. Alors, il y a eu, en effet, parmi ces artistes, notamment, puisque maintenant on revient au cinéma, il y a eu des gens qui se sont mal conduits, et puis qui en même temps ont apporté au cinéma des chefs-d'œuvre, un travail magnifique, la découverte de textes sublimes, une démarche artistique extraordinaire. Alors, voilà, c'est pas la question de séparer l'homme et l'artiste, c'est séparer l'œuvre. C'est pas du tout la même chose. Pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et que tout à coup on nous dise, cette œuvre-là, vous ne la verrez plus parce que Monsieur Depardieu a tenu des propos insupportables, et c'est vrai, dans un documentaire il y a 2 ans, pour moi, c'est insupportable. Mais maintenant, je ne suis pas du tout heureuse d'entendre des propos d'une vulgarité, d'un manque de respect, vraiment de quelque chose qui nous a tous horriblement dérangés. Mais si j'ai envie de voir Cyrano de Bergerac, de ce merveilleux film de M. Rapneau, je ne veux pas qu'on me l'interdise. Alors justement, les œuvres, celles qui ne passeraient plus non plus la rampe, pas seulement les artistes, qu'on ne pourrait plus diffuser, voire produire. Ce sera l'objet du début de cette deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants. Le point de retour, on reçoit ce soir notamment Daniel Thompson, immense dame du cinéma français. Le point de retour pour parler cancel culture, annulation des artistes, problématique, mais il y a aussi les œuvres. Et là, je rends justement hommage au directeur de l'excellent Festival international du film de Fribourg, Thierry Jebin, à qui l'on souhaite d'ailleurs beaucoup de courage pour finaliser sa prochaine édition qui aura lieu cette année du 15 au 24 mars. Et Thierry Jebin a fait pour son édition 2022, justement, il a proposé un panel d'une centaine de comiques d'élire la comédie qui aujourd'hui, ou les comédies qui aujourd'hui ne seraient plus produites. Et sur les 100, il y en a 30 qui ont répondu. Et qui arrive en tête? Eh bien, c'est celui-ci.
Les aventures de Rabbi Jacob, coécrit avec votre père, film sorti en 1973. Ça, on ne pourrait plus produire aujourd'hui. Alors, justement, je pose la question, c'est basé sur quoi cette réponse? Alors, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait dire qu'on ne peut plus le produire aujourd'hui. Une des raisons, d'ailleurs, étant que, et ce je l'ai déjà entendu, que Louis de Funès joue un personnage qui fait semblant d'être juif, mais qui n'est pas juif lui-même, et qu'on ne peut pas faire jouer maintenant un personnage juif par quelqu'un qui n'est pas juif, parce que c'est ça qui est en train de se produire aussi. Donc ça c'est un des aspects pour lesquels, tout à coup, le film peut être en effet attaqué. Alors le reste, je pose la question... Alors, l'argument principal, c'était de dire qu'il était trop anti-palestinien, trop anti-arabe. On écoute ça. Incroyable. Cette séquence. Fares, mon président. Capra Larkoum, il n'y en a plus. Pardon. Il fallait pas jouer le mauvais chameau. C'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose que nous n'aurions certainement pas écrit de cette manière. C'est vrai qu'à l'époque, on était dans ce moment d'écriture. C'était un film très coton, je peux vous dire, à écrire, et j'en garde des souvenirs merveilleux, mais ça a été dur. On était sur une sorte de corde raide qui était qu'on était terrorisé d'être accusé de faire un film antisémite. Donc on tremblait de ça. Et l'époque étant ce qu'elle était, on n'était pas très très préoccupé par le reste. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tout ce texte qui me semble quand même assez aberrant aujourd'hui, on était assez léger par rapport à ça. Et d'ailleurs, à l'époque, personne n'a trouvé à redire quoi que ce soit du fait qu'effectivement, on avait des propos quand même, enfin, disons, très audacieux par rapport aux méchants. Parce que finalement, c'est quand même un film, il y a les gentils, les méchants, enfin, je veux dire... Voilà, on est aussi dans une comédie où il y a un mélange, j'espère, d'intelligence, mais de beaucoup de naïveté. Bien sûr, et le vrai méchant, c'est le raciste français. Et aujourd'hui, la naïveté, c'est fini. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pourrait hésiter, en effet, aujourd'hui, alors, produire, c'est autre chose, mais enfin, écrire un film comme ça, aujourd'hui, et je vais prononcer un mot... difficile, mais aujourd'hui, on n'aurait pas la liberté. On n'aurait plus cette liberté. Et ça, c'est un mot important. Parce que rire, en effet, de tout, avec qui, on ne sait pas, est-ce qu'on a le droit, pas le droit. Mais il y avait un vent de liberté de l'époque qui est en train tout de même d'être très mis à mal. Alors, tout ça est tellement tout et son contraire. C'est vraiment très, très, très compliqué. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de Méliès. Tous les impressionnistes étaient anti-Dreyfusard. Sauf Pissarro, qui était juif. Mais, bon, alors on va décrocher Renoir, on va décrocher Degas, on va décrocher tous ces gens qui étaient des antisémites. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous demande. Mais ce qui est drôle, c'est justement qu'aujourd'hui, ce film n'est pas considéré comme antisémite parce que précisément, selon les critères d'essentialisation, votre père et vous-même êtes considérés comme juifs. Et donc, vous avez le droit de parler de la communauté juive, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas à l'époque. Mais est-ce qu'un film comme ça, justement, on le programme aujourd'hui en pleine... Alors, je vais poser la question politique. Est-ce qu'on le programme? La RTS pourrait le programmer aujourd'hui en pleine guerre israélo-palestinienne, en pleine... Il a été programmé, il y a, je vous signale... Et chez nous. Il a été programmé? Il a été programmé la semaine qui a suivi le 7 octobre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Gaza, la RTS programmerait Rabbi Jacob? La RTS devrait effectivement éviter d'entrer dans le débat, donc ça ne veut pas dire ne plus programmer Rabbi Jacob, mais peut-être le déplacer au mois de février en espérant que le conflit israélo-palestinien ne soit plus sur le devant de la scène. Ça, c'est des sensibilités par rapport à l'actualité. Quelle sensibilité? Je veux dire, elles viennent d'où ces sensibilités? Le film est un film sur la fraternité. Oui, mais si ce film... un film sur la guerre. Non, mais si ce film est ressenti... Moi, je ne l'ai jamais vu comme anti-palestinien, personnellement. La dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a assez longtemps, donc je ne l'ai pas regardé sous cet acte. Mais si, effectivement, lorsque des panels de cinéastes et des panels de personnalités regardent ce film et voient finalement un problème
théorique en tout cas, sur le fait qu'il serait pro-israélien et anti-palestinien, peut-être que... Mais ça Et de alors, nouveau, c'est on a la... le droit Non, mais on a le droit de le regarder, mais on tout a le monde a le droit... d'être pro-israélien. Non, mais... Monsieur Val, Attends, on me demande si j'étais à la programmation de la RTS, ce que je ferais. Bien, je tiendrais compte de toutes les sensibilités. Et peut-être que je déplacerais certains films en fonction du moment et de l'actualité. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce film ne passerait plus sur les ondes de la RTS. Si j'étais à la programmation, après, il appartient à chaque chaîne de définir sa ligne de programmation. Et ça dépend après aussi de l'heure de diffusion. Ça dépend. Il y a pas mal de critères qui font que certains films, effectivement, sont dirigés à certains publics. Mais personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé De Funès, donc je pense que je rirai encore devant ce film aujourd'hui. Et surtout qu'effectivement, il prône, là on a vu effectivement celui qui représentait Slimane, qui danse avec des danses juives. Enfin, tout est pour la communion des peuples, en l'occurrence. C'est évidemment extrêmement caricatural. Je suis totalement d'accord avec vous que j'imagine qu'il serait plus fait de la même façon aujourd'hui. Peut-être avec De Funès serait toujours un acteur aujourd'hui. Il pourrait jouer dedans, mais il serait peut-être fait différemment, parce qu'on caricature aussi différemment. Mais j'ai jamais rien vu de malveillant dans ce film-là. Mais s'il est interprété comme cela par une partie de la population, je pense qu'on doit veiller à faire par des comiques qui pensent que justement, par un panel de comiques, parmi lesquels il y a Frédéric Croc-Rosio, il y a Veillon, il y a les Vincent Cuchol, il y a justement Émile. Enfin, c'est pas des woke, hein, mais ils pensent qu'aujourd'hui cette sensibilité-là pourrait être heurtée, la sensibilité pourrait être heurtée et qu'on pourrait surtout plus le faire parce qu'on ne trouverait pas les producteurs pour. Églantine Jamais. Non, mais dans ce film, tout le monde en prend pour son grade quand même. Et celui qui en prend le plus pour son grade, c'est le Français blanc, catholique, qui est à la fois intolérant et ignare, parce qu'il n'a aucune connaissance justement de tous ces mondes. Et effectivement, c'est plus un film sur la fraternité qu'autre chose. Maintenant, les choix de programmation, c'est intéressant. On parle quand même, j'ai l'impression, aussi d'une génération qui regarde la télé publique. Encore une fois, si on veut parler censure, aujourd'hui, et notamment les jeunes, ils ne regardent pas la télé, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent des films en streaming. Tout est accessible, il y en a pour tous les goûts. Et je peux vous dire que personnellement, pour être parfois un peu, justement, mal à l'aise avec certains propos sexistes, racistes, homophobes dans des films, quand je les regarde avec mes enfants, moi, j'ai instauré une règle quand on regarde une comédie. On se dit qu'on va bien rigoler, qu'il y aura sûrement des trucs qui ne vont pas nous plaire, puis qu'on en parlera après avec un peu d'esprit critique pour se dire est-ce qu'il y avait des choses quand même qui nous ont choqués ou qui ne nous ont pas plu, mais pendant le film, juste on rigole. Et c'est là où on se demande s'il ne faut pas remettre un tout petit peu de bon sens et se dire, vu la diversité, encore une fois, de l'offre culturelle et les moyens d'y accéder, voilà. Après, ça, c'est une vraie question aussi. Pourquoi on s'attaque particulièrement à ces films ? C'est vrai que les gens qui regardent la télévision et qui regardent des films à la télévision sont de plus en plus rares. De moins en moins de films sont programmés à la télévision. La culture de masse aujourd'hui, on espère que le cinéma ne va pas se muséifier, mais la culture de masse aujourd'hui, c'est le rap, le R&B. Et là, franchement, on ne voit pas tellement la cancel culture. À tel point que Médine, quand même, ça fait sourire, hein, Médine qui signe une tribune contre Depardieu, qui quand même, lui, n'est pas un progressiste fini. Et c'est là où moi je trouve que ce débat sur la cancel culture, il est très intéressant, mais il ne faudrait pas qu'il cache le débat de fond qui est la place qu'on donne aujourd'hui à la prise de conscience des violences sexistes et sexuelles dans tous les milieux, y compris des milieux où règne peut-être une certaine impunité. Et je pense qu'il y a une notion qui est fondamentale à prendre en compte, c'est la notion de continuum. C'est-à-dire que oui, une blague sexiste, c'est pas aussi grave qu'un viol ou qu'un féminicide. On est bien d'accord. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même pris conscience que typiquement sur le racisme, sur l'homophobie, la tolérance de choses soi-disant pas graves, d'insultes, de blagues, de comportements inappropriés, de remarques, etc., c'était en fait le fait qu'un système perdurait où il y avait une hiérarchie de valeurs, où il y avait une possibilité d'humilier l'autre, de penser que l'autre était moins bien que soi, et que ça ouvrait la porte à des discriminations très graves, voire à des agressions et à des violences. Donc sur le racisme et sur l'homophobie, je ne dis pas du tout que c'est parfait, mais on arrive à faire ce raisonnement. Et bizarrement, on a beaucoup de mal à le faire sur le sexisme. Et on continue à dire « oui, mais c'est une blague, oui, mais on est un peu grivois », voire c'est la liberté sexuelle par rapport à une morale conservatrice, religieuse qu'il y avait avant. Et moi, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de comprendre que ce mouvement, on parle maintenant d'un MeToo à la française dans le milieu du cinéma, c'est aussi peut-être enfin comprendre que la libération sexuelle des années 70, qui a eu beaucoup de choses formidables, et l'avancée des droits des femmes, bien sûr, en fait partie, sur le plan purement de la sexualité,
c'est resté beaucoup dans un désir uniquement masculin. Et on voit ce que dit Michel Foucault dans le mépris. On va y venir avec d'autres exemples. On va se faire plaisir, on va faire un petit peu la grille de la RTS. Je vous laisse juste la parole avant, Diane Barbey-Muller. Oui, moi, c'était juste pour revenir sur le fait d'interdire les choses parce qu'elles offensent. Il y avait un livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, qui avait posé ce décor-là, où en fait, en interdisant quelque chose parce qu'il allait offenser une minorité, il y avait forcément une minorité qui pouvait être offensée par l'intégralité à peu près des œuvres du cinéma français, américain et tout ce que vous voulez. Donc autant tout interdire et ne mettre que des programmes abrutissants à la télévision. Et ça permet ensuite, dans le livre, on le voit, de contrôler mieux les foules parce qu'on leur empêche justement de réfléchir. Et on leur apporte sur un plateau quelque chose de divertissant, mais qui ne permet pas une réelle réflexion. Et c'est là où c'est dangereux, parce qu'effectivement, en disant un film comme Rabbi Jacob peut heurter une minorité pro-palestinienne, un film comme La Cage aux folles va heurter aussi d'autres minorités. Enfin, il y a plein, où effectivement. Mais est-ce que la RTS justement est sous l'emprise de pression ? Et c'est là où je veux en venir. C'est là où la RTS est quand même un peu hypocrite, c'est qu'il y avait eu un scandale RTS il y a 2 ans sur des agissements à l'interne de la RTS dans le même cadre que du débat de ce soir, où il y a eu une victime collatérale de ça qui avait été plus mise en avant parce qu'elle était plus connue, je ne vais pas la nommer ce soir. Darius Rogemin. Voilà, mais en dehors de ce cas-là qui effectivement n'était pas un réel cas, il y avait d'autres cas qui eux ont été anonymisés, minimisés et finalement aujourd'hui on n'en parle plus, mais de personnes qui manquaient de respect aussi aux femmes, enfin se comportaient à peu près comme Depardieu aujourd'hui. Et ça aurait été plus intéressant et intelligent pour moi de la RTS de dire maintenant on veut informer sur ces manquements-là, voilà le bilan 2 ans plus tard. Et il y a eu des changements, on a mis en place vraiment des femmes à des postes de cadre, on a réussi à promouvoir l'égalité en interne, enfin, plutôt que de simplement étouffer à nouveau le problème en disant là maintenant on va cacher le problème derrière l'arbre et puis on continue à vivre comme si de rien n'était, temporairement on interdit Depardieu puis tout ira bien parce qu'on est tout bon. Vous dites la RTS est une société misogyne ? Je pense qu'ils communiquent mal, mais qu'ils ont fait beaucoup de choses depuis 2-3 ans. Mais ils ne le communiquent pas, c'est ce que je dis. C'est ça en le problème. Temps, parfois c'est mieux de ne pas communiquer tant que tout ne va pas très bien, parce que voilà. Donc je ne sais pas si on peut les accuser de ne pas suffisamment mettre en avant ce qu'ils font pour résoudre. Moi ce que je dis c'est qu'on voit pas. Il y a eu ce scandale, ils l'ont étouffé, on n'en parle plus. Ils l'ont étouffé quand même, on n'en parle plus. Aujourd'hui, il y a le problème de Depardieu, on réétouffe en disant on déprogramme ce problème-là. On ne peut pas dire qu'on étouffe. Non, je parle de la RTS qui justement a décidé de déprogrammer pour éviter de lancer le débat, qui est devenu un débat en soi. Il y a des questions juridiques aussi qui ne leur permettaient pas de communiquer sur tout. Non. On ne peut pas non plus les accuser de tout. À l'époque, je ne refuse pas, mais 2 ans plus tard, on peut faire un bilan. Il ne faudrait pas oublier une chose, c'est que l'œuvre de création n'est pas morale, elle a à refléter quelque chose d'une vie, de la réalité qui n'est jamais morale, qui est faite de hasard, parfois très malencontreux, mais en attendant, elle représente ça d'une façon artistique, ça n'est jamais moral. Il ne faut pas, l'œuvre culturelle n'a de compte à rendre qu'à elle-même, sauf si évidemment c'est une propagande, une incitation au crime ou à la discrimination, mais sinon elle n'est pas morale et elle ne le sera jamais, il ne faut pas qu'elle le soit. Ensuite, la censure, elle a changé de camp. Parce que la censure, pendant des siècles, elle venait du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Aujourd'hui, c'est fini. On est dans des états de droit, en Suisse comme en France, et les tribunaux sont là pour protéger les libertés. Contre la censure qui vient d'en bas, de l'opinion, des réseaux sociaux, des médias. La censure, elle est là. Elle est là et elle donne son avis sur ce qu'on doit ou non voir ou pas voir. Elle n'a aucun droit à ça. Aucun droit à ça. Par exemple, je reviens à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Donc, ce qui s'est passé, c'est l'anniversaire des attentats. Ce sont des gens qui ont jugé qu'on n'avait pas à faire ça. Et nous sommes protégés par la police depuis une vingtaine d'années pour pouvoir nous exprimer librement. L'État protège la liberté et des passions populaires menacent la liberté et élaborent des formes de censure. Ça, il faut l'avoir en tête et être très vigilant là-dessus. Mais qui sont ces passions ? Qui sont ces passions ? Parce qu'on parle de censure, effectivement, on parle de groupes de pression. Identitaires. Qui ? Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui chuchote au-dessus de l'oreille de la RTS ou de France Télévisions ? Non, mais je vous donne un exemple concret sur Genève. Les derniers qui ont saisi la justice pour limiter les libertés, c'est la droite, et la droite populiste et nationaliste, avec tout dernièrement un dépôt par une organisation religieuse
contre l'affiche représentant la Vierge Marie avec un paresseux dans les bras. Il y a eu la droite qui a demandé d'interdire l'écriture inclusive à Genève. Ce n'était pas du tout une obligation d'utiliser l'écriture inclusive, mais ils ont voulu l'interdire. Ils veulent interdire aujourd'hui le débat sur les hymnes nationaux ou l'hymne de l'escalade en voulant l'entrer dans la Constitution. Ça, c'est la gauche qui a voulu l'interdire. Non, la gauche a demandé d'en discuter. C'est pas une question de ça. La discussion de l'espace. La gauche et la droite sont aussi coupables. Non, mais il ne faut pas confondre. Pour moi, il ne faut pas confondre le débat public, y compris sur les réseaux sociaux, qui des fois, effectivement, peut être virulent, avec une volonté d'interdiction que ce soit... Et menaçant. Non, mais que ce soit... Qui empêche les gens de s'exprimer parce qu'ils ont peur. Comme les profs dans les écoles. Vous avez vécu avec Charlie Hebdo, c'est des menaces, c'est pas des menaces, c'est des attaques physiques, et ça, effectivement, on les condamne tous. Assassinats, ouais. Mais le fait de donner son avis sur les réseaux sociaux pour dire que nous trouvons, par exemple, totalement inadéquats les propos de Gérard Depardieu, c'est une liberté individuelle, et on doit pouvoir continuer, et ça ne fait pas partie de la censure. Oui, mais ça, personne... Alors on se fait... On va juste regarder effectivement ce qu'on pourrait encore mettre dans la grille des programmes de la RTS qui se dépeuplent. Ça, par exemple. Bon, nous reprenons à la biscotte, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Mais non, mais tu le fais exprès, tu m'en veux, Ça va, encore. Non. Prends une autre biscotte. Je n'y arriverai jamais. La pleurniche, encore, c'est fini, oui. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte, avec mesure et décision, une main de fer dans un gant de bleu. D'accord, oui. C'est maintenant. C'est ça, la biscotte de l'homme. D'accord. Allez, on passe à plus difficile. Un peu de confiture? Oui, prends la cuillère. Je prends la petite cuillère? Oui, c'est ça. Alors, je vous redonne la parole. Est-ce qu'on peut diffuser ça aujourd'hui? Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est encore régulièrement diffusé. C'était dans le panel, justement, de la liste, de même que la vie de Brian et des Monty Python, qui est aussi, alors lui s'attaquait à la religion, mais voilà. Ce film a une grande chance d'être porté par un Michel Serrault fantastique, et donc à partir de là, on rigole encore devant, mais je pense que les gens... Aujourd'hui, ça ne pourrait plus être interprété par Michel Serrault, parce que Michel Serrault n'était pas homosexuel. Non, mais c'est surtout... Oui, mais la question qu'on pose, c'est est-ce que ça peut encore être diffusé? Moi, je réponds oui. Mais effectivement, je ne pense pas qu'un film comme ça soit produit, parce que Michel Serrault est totalement caricatural. En dehors d'Ugo Tognazzi, qui est, comme par hasard, bisexuel dans le film, tous les caractères homosexuels sont totalement excentriques. Et donc à partir de là, ça ne correspond plus déjà à ce que l'on voit dans la société, à ce qu'est la société. Il est installé avec un homme depuis 30 ans. Il ne serait pas fait de la même façon. Mais par contre, il peut être... On rejoint la caricature. La caricature. Oui, mais il peut être projeté encore. Il y a rien, d'ailleurs, je n'ai jamais vu que ce film était interdit d'une quelconque programmation sur une chaîne, qu'elle soit publique ou pas. Non, mais alors ce film est un très bon exemple de comment on peut tourner en ridicule les codes de la virilité et de l'homme qui doit tenir sa biscotte fermement. Moi, je trouve qu'au contraire, on peut même en faire la promotion en prévention de l'homophobie et pour promouvoir... Alors ce film-là, justement, est-ce qu'on peut encore, s'il n'y avait pas l'affaire Depardieu, est-ce qu'on pourrait quand même encore le montrer? Ils ne peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas? Tu te sens pas un joueur? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. On peut encore le diffuser? Glandine jamais, puisque... Voilà, ouais, moi c'est là où je trouve que... Alors on peut diffuser tout, donc de nouveau je l'ai dit, c'est important. Après, le regard qu'on peut porter sur des films qui font passer un certain nombre d'idées sur, justement, est-ce que vraiment c'est un viol? Est-ce qu'elle n'en avait pas finalement envie? Qui en fait, véhicule un certain système, et je le redis, je pense qu'on est au début d'une réelle libération sexuelle où le désir féminin est aussi pris en compte, où on parle vraiment du consentement, où on n'est pas que dans le remplacement de l'objectification du corps des femmes, le remplacement de la morale religieuse par l'objectification du corps des femmes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un petit peu une illusion qu'on avait libéré tout le monde, que c'était génial et qu'on n'obéissait plus à une certaine forme d'aliénation par la morale religieuse. Mais en réalité, on a quand même surtout libéré la sexualité masculine. Et puis, peut-être que depuis quelques années,
on commence à entendre justement autre chose. Et là, je pense qu'on n'est qu'au début du chemin. Et vous parliez de création artistique et d'œuvres artistiques, on est aussi qu'au début du chemin de voir justement plus de films portés par des femmes, avec ce qu'aujourd'hui on appelle peut-être le female gaze. Alors, c'est pas pour dire que les femmes font des films différemment des hommes, mais quand on voit les équilibres en termes d'argent donné à des films portés par des femmes, en termes de capacité aussi pour mener justement des projets artistiques à bien, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Bien sûr, mais la création artistique commence toujours aujourd'hui. Elle commence toujours. Le début, c'est toujours maintenant. Donc, c'est ce que vous dites est vrai, mais c'est le premier jour de la création artistique aujourd'hui encore. Mais alors là, c'est un film, on regarde juste cette séquence-là, très courte. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas le produire aujourd'hui. C'est une des plus grandes comédies de l'histoire du cinéma. Peter Sellers is Horundi V. Bakshi. The party. Alors, blackface oblige. Daniel Thompson, ça, ce ne serait pas possible aujourd'hui. Mais justement, vous savez, à l'époque, moi, j'ai vu ces films quand ils sont sortis, étant donné mon grand âge. N'oubliez pas que ces films, ils ont été une révolution à l'époque. On les regarde aujourd'hui en disant à l'époque, ça passait comme ça, c'était normal, etc. Pas du tout. Les Valseuses, ça a été un film qui a profondément choqué à l'époque. Il y avait effectivement cette espèce de cruauté, d'une forme de vulgarité, de liberté, tout ça mélangé. Enfin, c'était des films dérangeants. Très dérangeants. À l'époque. À l'époque, absolument. On en parle aujourd'hui comme si, à l'époque, c'était des films fleurs bleues que tout le monde trouvait... Même nous qui étions... Pas du tout. On va conclure. Libérés, même... Enfin, moi, je me souviens, il y avait des choses qui nous gênaient dans les valseuses. Enfin, c'était déjà... Ça faisait partie du succès, d'ailleurs. En fait. Et donc, la grande différence, c'est qu'à l'époque, on les produisait quand même et on les diffusait quand même, malgré le tollé que ça pouvait provoquer. C'est ça, Daniel. Ça sera le bout de la fin. Parce que je pense quand même que, Dieu merci, on continue tout de même à avoir beaucoup de films. Tout de même, là, on n'est pas encore tombé dans le travers de ce qui nous menace un peu. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est très important de parler de tout ça tous ensemble aujourd'hui. Parce que, attention, il faut quand même garder... Il faut aimer être dérangé. Il faut aimer être dérangé, effectivement. Oui, et puis on a vu effectivement ces productions, ces exemples-là, dont on ne devrait pas pouvoir se priver à l'avenir, non seulement de les voir, mais de les produire, de produire les prochains Rabbi Jacob, de produire les prochains The Party. Ça sera le mot de la fin, le mot de conclusion que je m'attribue sur l'annulation donc de Depardieu et la fin du sacré pour les colosses du cinéma, mais aussi peut-être de l'audiovisuel, le service public qui est dans la tourmente avec cette affaire. En tout cas, merci immense à tous nos invités ce soir. Merci immense à Madame Danielle Thompson, très grande dame du cinéma. Merci Églantine Jamet, merci Nicolas Valder, merci Diane Barbie-Muller, merci Philippe Val. On vous souhaite de vous régaler de films, de cinéma, à la télévision, sur les réseaux ailleurs. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Bien.